Puisqu'il y a des gens qui sont sur le web, si ce sont des internautes qui ont l'habitude d'aller voir ce que je raconte, ils auront peut-être compris que cette intervention est la suite de deux interventions que j'ai faites qui sont aussi sur le web. Une au W3C, à laquelle Henri Story était présent dans une discussion avec le W3C, donc avec l'organe de régulation du web, c'était au mois d'avril à Lyon, mars ou avril. Et une autre que j'ai faite à Berkeley, et ça c'était la troisième partie en fait. Je le dis parce que dans ces deux interventions, j'ai plaidé pour ce que j'ai appelé une philosophie des ombres, des nombres et des lumières, pour répondre à une proposition qu'a faite la Commission européenne à travers une commissaire européenne au numérique, qui est Madame Neelie Kroes, qui a proposé de relancer la philosophie des lumières à l'époque du numérique. Et Tim Berners-Lee a repris ce sujet très au sérieux à son compte. Il a publié un article avec Harry Halpin, qui sera là demain, qui est donc qu'est-ce que serait la philosophie des Lumières à l'époque du numérique. Et moi j'ai répondu, il n'y aura pas de philosophie des Lumières. Ce que nous avons découvert avec la vitesse de la lumière, c'est que la lumière, ça produit de l'ombre, et qu'en dessous des fréquences de la lumière, il n'y a pas de lumière, et que c'est l'expérience des limites pharmacologiques en fait de la lumière. Voilà. Mais je vous dis cela parce que ce que j'appelais à l'instant les digital studies, c'est aussi une façon de faire de la philosophie de l'ombre, des nombres et des lumières. Ça, c'est la question de Gérald. Il faut remonter un petit peu. Donc, je vais chercher Youk et Ariel. ok, merci. Je voudrais bien savoir, dit Gérald, comment nous pouvons nous figurer la complicité de Deleuze, Foucault et autres dans la dénégation de l'humain, dans le traitement de l'humain comme une entité à dépasser. Bernard a dénoncé dans Mécréance et discrédit, tome 3, la critique de Boltanski. Boltanski, c'est le nouvel esprit du capitalisme, selon qui Deleuze est complice du darwinisme économique en tant que penseur de l'adaptabilité des ouvriers et qui donne à penser que Deleuze, Foucault et autres sont coupables d'avoir, il manque des bouts. Et Tatchok revient à cette question tout en essayant de faire la distinction entre la pensée philosophique qui peut se sauver de l'accusation de complicité et l'incapacité de ces philosophes à créer de nouvelles armes. Mais je me demande si la faute du post-structuralisme n'est pas plus grande que de ne pas avoir offert une pharmacologie positive. La pensée deleuzienne de l'événement me paraît poser de grandes difficultés parce qu'il risque de faire sembler une affirmation de l'entropie. Est-ce que nous voyons un tournant dans la philosophie contemporaine qui cherche à dépasser la génération antérieure en pensant l'humain comme être à cultiver dont il faut prendre soin, ou est-ce que la philosophie a toujours essayé de créer l'humain? Boltanski et Capello donnent à penser que Deleuze... Ah là, on revient au début. Ah non, c'est pas le début, c'est une suite. Boltanski et Capello donnent à penser que Deleuze, Foucault et autres sont coupables d'avoir légitimé la création d'une économie à laquelle les humains sont mal adaptés, à laquelle seul l'Ubermensch serait adapté. Bon, ben voilà, là c'est pas des petites questions. Merci Gérald. Gérald Moore qui a fait une conférence hier absolument formidable. Voilà. Je vous recommande, si vous n'étiez pas là, d'aller regarder sur Internet. Parce qu'elle est maintenant, enfin elle n'y est peut-être pas encore, mais elle y sera très bientôt. Vraiment une conférence très importante sur le sacrifice. Alors, je dirais, je ne vais pas répondre à ces questions-là aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment énormes. Juste pour préciser, Boltanski et Capello, ont fait un commentaire de ce qu'ils appellent la critique artiste, qui s'inspirerait notamment de Deleuze et Guattari, mais pas seulement, de Lyotard, de Derrida, de ce qu'on appelle le post-structuralisme et le postmodernisme, que je considère tout à fait superficiel. Parce que, voilà, à ma connaissance, ne s'appuyant pas sur une lecture vraiment approfondie de ces auteurs. J'en ai donc parlé, comme le dit Gérald, dans un livre qui est le 3e tome de Mécréance et discrédit. Mais ça ne veut pas dire que les questions qu'il pose sont vaines. Ça, c'est ce que veut dire Gérald. Et comme il l'a dit, je les ai reprises d'abord dans Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, où là j'ai un petit peu
essayer de mettre en question certaines positions de Derrida, par exemple sur le pharmacone absolu, et sur la responsabilité face à l'arme atomique, etc., et sur la question de la réflexivité, ou plus récemment, dans État de choc, dont il parle là, un petit peu contre le post-structuralisme dans son ensemble. Et donc, si j'ai bien compris ce que me dit Gérald, c'est que je reste trop indulgent avec le post-structuralisme. En tout cas, je n'ai pas repris à mon compte, et je n'ai peut-être pas, dit-il, si j'ai bien compris, suffisamment répondu à la question de Boltanski. Est-ce que Deleuze et Guattari n'ont pas plaidé pour l'adaptation et une célébration de l'événement qui serait finalement productrice d'entropie, ou accompagnant, étant complice, pour reprendre le terme qu'il utilise, que j'utilise aussi, de ce processus d'anthropisation, de devenir anthropique. Alors, question très compliquée, extrêmement compliquée, et dont nous avons commencé à parler dimanche dernier avec Paolo, qui est ici présent. Et dont Paolo a reparlé lundi matin, non, dimanche après-midi. Oui, c'est dimanche après-midi que vous êtes intervenu. Donc peut-être je vous laisserai la parole, ou je te laisserai, on se tutoie, ou on se vous voit. Lorsque nous disions, je vais dire des choses, Paolo, que tu vas peut-être corriger si je suis... Voilà. Nous disions, je crois, Paolo et moi, d'abord dans une conversation privée, puis ensuite dans son exposé, que l'héritage du deleuzisme, si on peut appeler ça comme cela, pose un très important problème, qui est de savoir à partir de quel texte on lit Deleuze. Comment on entre dans Deleuze? Moi, je dirais que personnellement, j'ai deux façons d'entrer dans les auteurs, fondamentalement, soit par le début, soit par la fin. Et généralement, les deux à la fois, en réalité. Je les prends par les deux bouts. Je veux dire par là que, bon, par exemple, Deleuze, bon, ça ne commence pas avec différence et répétition, mais je pense que c'est différence et répétition qui pose Deleuze, véritablement. Et donc, moi, c'est toujours à partir de différence et répétition, j'essaye de lire, par exemple, l'Anti-Oedipe ou Critique et clinique, ou je ne sais quoi. Et en même temps, et ça c'est une vision avec Paolo, j'essaye de le lire par la fin, c'est-à-dire par le post-scriptum aux sociétés de contrôle. C'est pas la fin, mais c'est le tournant ultime, qui remettrait gravement en cause, à mon avis, et je crois que Paolo est d'accord avec ça, un certain nombre de points de vue des années 70 et 80. Et que malheureusement, souvent, les deleuziens, ce que j'appelle moi les jeunes deleuziens, c'est pour les énerver. Parce qu'il n'y a rien de plus insultant pour un deleuzien que d'être appelé un jeune deleuzien. Parce qu'un jeune deleuzien, c'est un jeune hégélien qui croit qu'il a compris Deleuze. Alors il est toujours dans l'attitude des jeunes hégéliens, Saint-Bruno et compagnie. Donc les jeunes deleuziens, eh bien, ils sont là à brandir l'Anti-Oedipe, alors que c'est très important l'Anti-Oedipe, bien entendu, hein, c'est absolument fondamental de lire l'Anti-Oedipe. Mais Deleuze ne quitte pas la vie, qu'il a d'ailleurs choisi de quitter lui-même, puisqu'il s'est suicidé. Il ne quitte pas la vie sur l'Anti-Oedipe, ou même sur Mille Plateaux. Non, il quitte la vie sur les questions qui sont aussi, et là je parle vraiment directement à Gérald, celles de Foucault. Car je pense que Foucault, on en a parlé hier d'ailleurs après l'exposé de Benoît, je crois, de Benoît Diet qui est ici, Foucault, de la même manière, peu de temps avant de mourir, déplace toutes ces questions en reposant, moi je soutiens, une question du pharmacone, à travers la question de la technique de soi, épistolaire, etc., etc. Alors, ce que je dirais à Gérald, c'est que je ne dirais pas que il y a eu une complicité du post-structuralisme, bien sûr, hein, je l'ai dit dans État de choc, donc je ne vais pas le retirer maintenant. Mais je ne dirais pas que cette complicité va plus loin que ce que j'y ai dit dans État de choc. C'est-à-dire, je ne dirais pas que, par exemple, véritablement, pour prendre les noms de ceux que Gérald évoque, Deleuze, Guattari et Foucault, ont soutenu, par exemple, l'adaptabilité, la flexibilité, enfin, disons, même si, ce qui est certain, par contre, pour moi, et c'est vrai de Derrida et de Lyotard aussi, peut-être même encore plus pour Lyotard,
ils ont été instrumentalisés par l'ultralibéralisme qui s'est servi d'eux pour justifier ces transformations sociales. Et ça, je pense qu'ils n'ont pas été suffisamment vigilants, ils n'ont pas vu ces processus-là. En tout cas, je dirais que pour moi, alors là, pour le coup, c'est Derrida qui ne l'a pas vu. Parce que je pense que Deleuze l'a vu. Sinon il n'aurait pas fait le post-scriptum aux sociétés de contrôle. Donc voilà, c'est un sujet très complexe. Je pense qu'on y reviendra longuement. On en a parlé en fait dans les jours précédents déjà. Mais peut-être que, je ne sais pas, Paolo, vous voulez dire quelque chose sur ces... Oui ? Je pense que Bernard a déjà répondu très bien à la question en disant que c'est très problématique et la lecture que Boltanski et Chiapello ont fait de Deleuze, de Foucault et des autres post-structuralistes est assez superficielle. Mais j'ai essayé de montrer dans ma présentation que la pensée de Deleuze n'est pas véritablement accomplie. Et ça, pour moi, c'est le premier problème quand on essayait de faire une critique de la pensée deleuzienne. Ou quand on essaie de décrire la pensée deleuzienne. Il faut se souvenir que la pensée deleuzienne ne s'est pas accomplie. On peut dire qu'avec ce que la philosophie, qui était écrite dans le 1991, Deleuze a accompli, Deleuze et Guattari ont accompli la pensée de l'immanence, mais on peut voir aussi que à partir des années 80, en particulier de mi-Platon, mais de Rhizome, qui Benoît m'a souvenu que Rhizome c'est de 1976-77, et il y a la question du cerveau. Et la question du cerveau ouvre toutes les questions nouvelles dans la pensée de Deleuze, et il faut reprendre cette question-là du cerveau chez Deleuze pour reprendre aussi l'Anti-Oedipe et voir que les années 80 ont posé des grands problèmes à le concept du désir chez Deleuze et Guattari. Et alors Deleuze et Guattari, mais Deleuze plus que Guattari, ont essayé de penser directement les cerveaux. Et les post-scriptum sur les sociétés de contrôle, citées par Bernard, je pense que c'est exactement la façon, la manière pour Deleuze de répondre à les problèmes des années 80, c'est-à-dire les problèmes du marketing. Marketing qui arrive en Europe dans les années 80 et qui se développe aussi aujourd'hui. Et rester sur la pensée écrite de Deleuze par Deleuze, je pense que signifie un petit peu affaiblir la perspective de Deleuze, que je soutiens être inachevée. Et alors il faut travailler encore avec Deleuze sur un plan qui peut être encore un plan d'immanence, mais qui doit regarder à les nouvelles technologies. Dans les 1990, Internet il n'est pas encore développé, et même peut-être ARPANET, des choses, mais pas dans la dimension publique. Et alors, j'ai essayé de montrer aussi que Deleuze va plus loin de Catherine Malabou, qui a écrit des livres dans le 2004 qui s'appelle « Que faire de notre cerveau ?» Et ce n'est pas un cas que Catherine Malabou s'appuie beaucoup sur Boltanski et Chiapello dans ce livre-là, et peut-être très suggestif parler de nouvel esprit du capitalisme et parler d'une certaine idéologie neuronale cachée dans la question de la neuroplasticité. Mais, comme on dit tout à l'heure, comme a dit Bernard, Boltanski et Chiapello ont fait une critique superficielle. Et alors, reprendre Deleuze et Guattari, la question du cerveau, signifie pour moi reprendre la question de qu'est-ce que peut un cerveau, que c'est, comment dire, une paraphrase de qu'est-ce que peut un corps, c'est-à-dire la question de l'immanence en tant que telle.
Et si on pose la question de l'immanence en tant que telle avec la question du cerveau, on peut se demander avec Bernard, avec la présentation même d'aujourd'hui de Bernard, qu'est-ce que peut un pharmacone sur le cerveau? Et c'est la question de l'autonomie par rapport à l'automatisme et par rapport à l'hétéronomie. Ce que Catherine Malabou ne fait pas parce qu'il pense le cerveau seulement en autonomie. Comme le cerveau pour Malabou, c'est une chose transcendante. C'est une transcendance. Tandis que pour Deleuze, le cerveau, c'est une chose qui peut être et doit être connectée avec les autres organes, avec la technologie même. Et ça, je pense que c'est la question. Il faut intensifier la pensée de Deleuze. Comme Deleuze a dit des autres penseurs qu'il a étudiés. Il faut intensifier la pensée de Kant, de Bergson, de Hume, de Spinoza. Bien, alors il faut intensifier la pensée de Deleuze même. Il ne faut pas faire un monument de la pensée de Deleuze. Parce que si on fait un monument de la pensée de Deleuze, Deleuze dit il faut chercher de nouvelles armes, et il faut chercher de nouvelles armes pour aider Deleuze, et pas pour faire une photo de Deleuze, un monument sans l'arme qui servent aujourd'hui. Et ces armes, on ne peut pas trouver seulement chez Deleuze. Il faut que Deleuze trouve de nouvelles armes. Et nous devons aider Deleuze à les trouver. Il y avait, je voudrais juste qu'on finisse de regarder, parce qu'il y a des internautes qui posent des questions, et donc c'est un peu dommage de ne pas les... Je crois qu'il y en avait d'autres. Patrice, ça ne t'ennuie pas? Non? Si, j'ai cru voir... Non, il n'y avait que celle-ci? Il me semblait que... Pardon? D'accord. Terence et Franck, je crois. J'ai une question un peu primitive, donc je le dis direct. Où est l'inconscient dans tout ça? Donc Ricardo va être content, j'ai posé une question claire, nette et courte. Maintenant, je dois expliquer, je veux faire le lien avec Anaïs hier quand elle a parlé de spectre, et avec vous-même quand j'ai vu un entretien où vous avez commenté la phrase de Derrida, l'avenir est au fantôme. Donc, je donnerai une image, ou deux images. La première image, c'est Deleuze, à la fin de sa vie, était un cyborg. Il a été branché sur un respirateur. Il aurait pu survivre assez longtemps. Il a choisi de dire non au cyborg. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent du cyborg? Parce que je mets ça en rapport avec la différence déjà en théotype entre mécanisme et machinisme. Le cyborg risque d'être plutôt du côté mécanisme. La différence, c'est la machine agence des parties hétérogènes. Et le cyborg, c'est une fausse hétérogénéité parce que c'est du même niveau, car il n'y a pas les spectres. Et il n'y a pas les fantômes de l'avenir dedans, qui sont partie intégrante des multiplicités. Donc, il faudrait se souvenir que Deleuze était grand lecteur de Klossowski, où il commente comme partie intégrante des multiplicités les souffles et donc les esprits qui sont décrits et utilisés par Klossowski. Donc, les spectres sont une partie importante, selon moi, de la machine. Donc, une autre image pour remplacer le cyborg a été décrite par philosophe Ted Friedman. Il parle du centaure. Donc, le centaure est pour lui une figure plus générale que le cyborg. Le cyborg serait un exemple du centaure. Le centaure agence vraiment des parties hétérogènes. Il y a le côté animal, il y a le côté humain et il y a le côté surhumain, donc capable de dialoguer avec les spectres. Donc
ça me met je tourne autour de la même chose avec des paires semblables. Ça me met à me demander d'abord quelle peut être une valeur d'usage qui sort de cette cyborgisation, parce qu'on sait que Baudrillard a commenté l'opposition entre valeur d'échange et valeur d'usage comme une fausse opposition, parce que la valeur d'usage est souvent construite, fabriquée, visée par le marketing. Donc, c'est pas une valeur d'usage naturelle. Donc, si on avait une valeur d'usage vraie, ça doit être quelque chose. On dit rapidement comme ça, et j'anticipe sur votre intervention de jeudi, mais une valeur d'usage individuante qui fait place pour les spectres doit être une valeur d'usage assez bizarre, je dirais centaurique au lieu de cyborgique. Et donc, je termine avec une autre paire comme ça. Est-ce que dans votre système, il pourrait avoir une bonne automaticité, étant donné que l'automaticité mécanique qui est visée par le numérique, je dirais en image encore, c'est plutôt l'image mouvement de Deleuze, et l'automaticité positive, peut-être c'est l'automaton spirituel dans image-temps, ou justement, pourquoi c'est pas négatif. L'automaton spirituel est ouvert aux forces du dehors et aux forces du temps, et donc aux forces de l'inconscient et des spectres. Et c'est ça qui le fait mouvoir. Donc c'est une automaticité qui n'est pas une automaticité de contrôle et de fermeture, mais pour moi une automaticité d'un autre niveau. Donc est-ce que pour vous, ça a un sens de parler d'une automaticité positive dans ce sens-là? Ok, il y a beaucoup de questions. D'abord, juste pour la première question sur l'inconscient. C'était le sujet de la suite, grosso modo. Et où je voulais revenir sur une histoire de l'automaticité de l'inconscient, parce que l'inconscient, c'est une machine automatique. Et je voulais aussi, je vous passerai le texte si ça vous intéresse, je voulais aussi essayer de repenser ce que Freud appelle le ça, comme espace de négociation entre les automatismes de l'inconscient et les automatismes de la conscience. Puisque la conscience est aussi tramée d'automatisme. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que Freud est obligé de produire le ça, puisque le paradoxe de la conscience qui produit des automatismes, c'est qu'elle ne peut pas être consciente de ses propres automatismes, etc. etc. Donc, alors, ça c'est une première chose. Après, je prolongeais dans cette intervention, mais je vous passerai le texte si vous le voulez, je prolongeais les analyses que j'ai faites dans le séminaire sur les rapports entre stéréotype et traumatype, puisque le stéréotype, c'est l'automatisme dans sa présence quotidienne, hein, dans le langage, dans tout ce qu'on fait. Et le traumatype, c'est un processus qui est refoulé par des automatismes, qui produit lui-même d'autres automatismes, des symptômes, des obsessions, des névroses, etc. etc. Bon. Il y a toute une phénoménologie des automatismes psychiques à faire, voilà, que j'esquissais dans la suite de cette intervention que je n'ai pas eu le temps de présenter. Alors après, sur la question de la valeur d'usage et de la valeur d'échange, quand vous citiez Baudrillard, mais il n'y a pas que Baudrillard, hein, beaucoup de gens ont montré qu'il n'y a pas d'opposition entre valeur d'usage et valeur d'échange, etc. Certes, moi-même j'ai invité Jean-Luc Nancy il y a une dizaine d'années à venir faire une conférence sur la reproductibilité. Il est revenu sur le fétichisme de la marchandise, il a montré qu'en fait il n'y avait pas de valeur d'usage, de valeur d'échange, etc. Certes, mais alors ça fait partie de la complicité dont parlait Gerald Moore tout à l'heure pour moi.
de la complicité, c'est-à-dire de ce qui peut alimenter à un moment donné finalement un désarmement généralisé de la critique de l'économie politique. Non pas qu'il ne faille pas critiquer l'opposition que Marx, d'ailleurs je ne suis pas sûr que Marx la fasse, mais enfin disons qu'un certain marxisme a fait entre valeurs d'usage et valeurs d'échange. Il faut le faire, ça je suis tout à fait d'accord, je l'ai fait moi-même. Mais par contre, je distingue valeur d'usage et valeur d'échange. Et je pense qu'un capitalisme qui n'est plus capable de produire de valeur d'usage ne peut pas fonctionner. Parce qu'il est purement anthropique. La valeur d'échange, c'est la calculabilité absolue, donc c'est de l'entropie absolue. Et donc, je pense que ce que vous appeliez la valeur d'usage du marketing, ce n'est pas de la valeur d'usage, c'est de la valeur d'inutilité. Ce que le marketing produit, ce sont des leurres d'usage qui sont calculés pour être obsolescents, c'est-à-dire, c'est la fameuse obsolescence programmée. Le marketing produit des fausses valeurs d'usage qui sont entièrement conçues pour servir la valeur d'échange et qui sont solubles dans la valeur d'échange. Alors, elles ont une certaine valeur d'usage, mais qui ne dure pas, et qui, du coup, s'apparaît n'être non pas une valeur d'usage, mais une valeur d'usure, au sens aussi qu'on utilise dans le mot, dans la banque. Hein. C'est-à-dire que c'est une valeur qui va servir un taux d'usure. C'est-à-dire combien je ramasse, moi, en tant que fonds d'investissement qui a mis tant d'argent dans telle boutique, il me faut 15% par an. Ça, c'est une usure, au vieux sens du terme. Et ça, pas du tout de la valeur d'usage, mais ça produit du leurre. Ça ne marcherait pas si ça ne produisait pas un leurre de valeur d'usage. Donc, dans mon bouquin que je suis en train de finir là, je rends hommage à Baudrillard, parce que pour moi, avec Guy Debord en France, c'est le seul à avoir vraiment sérieusement travaillé ces questions. Mais en même temps, il s'y est enlisé, il s'y est enfoncé, et je pense qu'il a disparu dans les sables mouvants de tout cela. Parce que je crois que ça n'a pas abouti à finalement ce que je crois qu'on doit développer. Moi, c'est une nouvelle critique de l'économie politique. Bon. Son économie politique du signe ne permet pas, enfin ne suffit pas. Oui. Je suis d'accord avec vous, c'est simplement, je voulais donc clarifier, je suis pour la valeur d'usage, mais que ça doit être un concept un peu bizarre si c'est pas cette naturalité qui est en fait construite socialement. La valeur d'usage, ça doit être pensé en rapport avec l'individuation et pas avec quelque chose de prédonné. Non mais ça, j'en suis archi d'accord avec vous. C'est-à-dire que la valeur d'usage telle qu'elle est posée chez Marx, comme par exemple les moyens de production qui sont posés comme des moyens, pour moi c'est complètement de la métaphysique encore. Donc, mais en revanche, pour autant, on ne peut pas dissoudre la question qui se pose derrière la question de la valeur d'usage. Et il faut la porter, comme vous venez de le dire, comme une question de l'individuation. Ce qui fait la valeur d'usage d'un objet, d'une chose, c'est la capacité que cet objet, qui est une rétention tertiaire dans tous les cas, a d'individuer ou de désindividuer. Voilà. Et ça, c'est vraiment la question fondamentale. Alors, après, sur le cyborg, ou le cyborg, comme vous dites. Moi, en fait, je n'en ai pas parlé du cyborg. Non, j'en ai parlé parce que j'ai parlé de post-humanisme, etc. Une question qui se poserait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle un cyborg. Très compliqué, cette question. Je n'en ai pas parlé des cyborgs, j'ai parlé des robots. Mais un cyborg, c'est une forme de vie automatisée, c'est-à-dire que c'est du vivant. Il faut que l'organe artificiel soit vivant lui-même, sinon ce n'est pas un cyborg. C'est pour ça que, ou alors on peut dire, Deleuze, en tant qu'il dépend d'organes artificiels pour survivre, respiration, etc., est un cyborg, mais c'est lui qui est un cyborg. Ce n'est pas les appareils qui l'entourent, il n'a pas débranché le cyborg, il s'est suscité en tant que cyborg. Je ne dirais pas qu'il était un cyborg, moi, personnellement. Je ne dirais pas ça, parce que si je disais ça, alors qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un cyborg? Je ne vois plus rien, là. Bon. Je suis déjà un cyborg, j'ai besoin de mes lunettes. Bon. Comme Deleuze a besoin de son appareil respiratoire. Donc, c'est compliqué, très très compliqué. Après, vous allez me dire, oui, mais vous parliez d'intériorisation, alors oui, alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne connais pas la configuration pathologique de Deleuze, enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point, bon, j'ai connu des gens qui ont été implantés dans le cerveau, etc. Bon. Alors là, oui, on a affaire, on peut dire, là, à des fermes proto-cyborgiennes. Et pas encore du cyborg. Pour moi, le cyborg, c'est à partir du moment où vraiment on fabrique du génome et de la matière vivante
en vue de produire des replicants. C'est vraiment c'est ça, le cyborg. Il y en a aujourd'hui. Dans les laboratoires, il y en a. À ma connaissance, il n'y en a pas encore sur le marché, mais il y en a. Et on n'y coupera pas d'ailleurs. Je ne crois pas qu'on échappera aux cyborgs. Mais moi, je n'en ai pas parlé dans mon intervention. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il ne faut pas en parler, mais je ne me sentais pas... Enfin voilà, j'ai parlé des robots. Les cyborgs, il faudra qu'on en parle. Mais j'avoue que j'ai pas aujourd'hui... Moi, je ne suis pas aujourd'hui capable d'en parler. Voilà. Mais je n'en ai pas parlé aujourd'hui. Même si j'ai dit, voilà, à l'horizon de tout ça, il y a, avec les post-humanistes, il y a ce discours sur les cyborgs. Mais il reste à dire ce qu'on appelle un cyborg. Pour moi, c'est encore un sujet franc. Et après, on s'arrête parce que je voudrais que Steven puisse... J'ai une remarque à faire sur comment on peut convertir, enfin, en dimension stratégique ce que tu as dit, c'est-à-dire autrement dit, en essayant de reconstruire une critique, armer la critique, qui ne soit pas une critique des armes, simplement parce que la critique des armes, en fait, c'est Marx qui, d'une certaine manière, a été malgré lui un héros de la Commune alors qu'il était assez critique, et que la critique des armes, c'est en fait 15 000 personnes qui sont mortes, fusillées pour terminer la Commune. Et aujourd'hui, évidemment, se pose la question de la violence, cette critique des armes. Donc l'idée, c'est de réarmer la critique pour qu'il n'y ait pas de violence qui soit la critique des armes. Et tout simplement parce que les fascismes se sont imposés par le contrôle de la rue avec des armes. Alors la question que j'avais envie de poser, c'est qu'effectivement, cette arme de la critique, il ne faut pas, après Deleuze, parce que Deleuze ne nous aide pas à penser cette nouvelle critique. Et évidemment, l'esprit du nouveau capitalisme, au-delà de l'opposition entre articulation entre critique artiste et critique sociale de Boltanski, ne nous aide pas non plus à penser cette critique. Donc ma question, c'est la question suivante. La façon dont tu abordes le post-humain, c'est-à-dire en fait, je pense, peut-être que je me trompe, mais dans une lecture de l'inhumain qui a été en fait une réflexion aussi de Lyotard, nous amène en fait à la question suivante: est-ce qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui, sur le plan stratégique, ce que, comment dire, quelqu'un ici appelle l'humanisme difficile? C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est pas pour faire un retour à l'humanisme, mais c'est pour poser la question que je voudrais te poser, c'est la question du droit. Et en particulier, évidemment, du droit de l'homme. Voilà. Et ma question est la suivante, c'est comment, aujourd'hui, on peut réarmer cette critique sans avoir une vision d'un humanisme difficile, de la fragilité, du care, même en fait de la précarité. Le dernier Malraux, d'ailleurs, sur l'homme précaire est pas si inintéressant que ça, d'ailleurs, où il montre évidemment qu'est-ce que c'est que l'homme par rapport à l'art et à Dieu, enfin, donc des dimensions fondamentales. Et ma question, c'est que si tu veux, d'après ce que j'ai compris, garder une autonomie sous un régime où il y a de la technologie, c'est-à-dire évidemment conserver cette liberté, concept de liberté comme jeu entre autonomie et hétéronomie. C'est pour ça que d'ailleurs je pense que tu dis, si j'ai compris, qu'il ne faut pas abandonner les Lumières, et qu'à ce titre, dans le droit, ce qui sort en fait de l'époque de la modernité, c'est quand même les droits de l'homme. Donc ma question est la suivante: est-ce qu'il y aurait pour toi ce que Derrida appelle force de loi, c'est-à-dire comment le droit pourrait-il nous aider à régler les problèmes qui sont des problèmes en fait de relation à l'objet, entre autres, et fondamentaux aujourd'hui autour des objets communicants et de l'Internet, mais pas que. Je pense que d'une certaine façon, que la crise économique, en fait, dans laquelle nous sommes, a pour origine la relation aux droits de propriété, qui sont liés évidemment à la difficulté de l'appropriation de la valeur d'usage, pour dire, de ce qui est en échange, parce que les deux sont liés, sur les réseaux, sur Internet. C'est-à-dire en fait qu'il y a une difficulté
d'organiser un mode d'appropriation capitalistique dans un régime d'épocalité qui est celui d'un capitalisme qui dépasse celui du capitalisme du signe, pour reprendre Baudrillard. Donc là, ma question c'est, est-ce que stratégiquement, comment stratégiquement on peut armer la critique avec le droit, au-delà de, évidemment, ce que tu dis et la discussion qui a été faite tout à l'heure de ne pas revenir à une naturalisation des besoins à travers la valeur d'usage, en disant il y a une bonne valeur d'usage. Le mot bon, là, dans ces cas-là, évidemment, comment dire, est pas fondé. Donc ma question, c'est que, est-ce que le droit, je la reformule une deuxième fois, est-ce que le droit n'aurait pas une force intrinsèque, c'est-à-dire en fait un principe d'autotranscendance, qui nous permettrait évidemment de défendre une vision d'un humanisme difficile. Difficile, d'ailleurs, il faudrait penser le mot difficile, qu'est-ce que ça veut dire? Et autrement dit, dans quel régime de droit nous acheminerions, étant entendu que dans le droit, en fait, il y a toujours une relation entre l'usage, usus et abusus, c'est-à-dire en fait le droit de propriété derrière. Voilà ma question. C'est une question qui relève d'ailleurs du tome, je pense, qu'on attend avec beaucoup d'impatience, tome 4 ou 5 de... Voilà. Bon, d'abord un petit mot sur l'humanisme, difficile ou pas. Moi, je m'efforce de me passer de l'humanisme. Je m'efforce de m'en passer parce que je trouve le territoire trop miné, voilà, beaucoup trop miné. Et donc, tant que je peux, je n'en fais pas un concept ni philosophique ni politique. Ça ne veut pas dire que je récuse complètement la question de l'homme, mais ça veut dire que je pense qu'il ne faut s'y référer qu'en tout dernier recours, comme Jean Jaurès. Voilà. Lui qui est le directeur et le fondateur du journal de l'Humanité, et qui disait... je ne retrouve plus exactement ce qu'il disait, mais voilà, l'humanité n'existe pas encore, voilà, c'est ce qu'il disait. L'humanité n'existe pas encore. C'est-à-dire que l'homme, d'accord, mais une condition, c'est de le voir sur le mode d'une promesse, ça viendra peut-être. Voilà. Pour le moment, il y a de l'inhumain. Surtout de l'inhumain. Et en fait, pourquoi est-ce que je reste à cette position? Il y a toutes sortes de raisons, mais il y en a principalement deux. La première, elle est philosophique. C'est-à-dire que moi, j'essaye de rester foncièrement dans la position de Socrate face à Protagoras. Non, l'homme n'est pas la mesure de toute chose. Ça, c'est mon point de départ. Pour moi, la philosophie commence là. Et la deuxième, c'est que Marx, il faut absolument rester articulé étroitement sur la position radicale et excessive, d'ailleurs, de Marx quant à l'économie politique. C'est-à-dire qu'avant le droit, il y a l'économie politique. En particulier quand on est dans une société industrielle et avec on n'est plus dans l'époque grecque. Le droit, oui, chez les Grecs. Peut-être encore à l'époque de Louis XV et Louis XVI, encore que. Mais au XIXe, arrêtez de nous faire rigoler. Et là, alors là, j'en veux à Derrida et son rapport aux droits de l'homme, parce que j'en ai parlé dans un livre. Et là, je pense qu'il s'est fait rouler dans la farine, et je pense que Gérald Moore, avec sa question tout à l'heure, pensait aussi à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que la question de l'homme ne doit pas être posée. Évidemment, de toute façon, elle s'impose, si je puis dire. Mais, comme je le dis toujours, comme je l'ai encore dit hier, la question en philosophie, c'est l'ordre des questions. Et donc, ce n'est pas du tout la première question. C'est une des dernières. C'est même la dernière. Les premiers seront les derniers, cela dit. Hein, mais bon. Après, à propos de Deleuze, très rapidement, moi je ne dis pas que Deleuze ne nous sert à rien. Je ne suis pas d'accord avec toi. Précisément, tu n'as pas dit ça exactement, mais même en politique. Je pense que, si tu veux, comme on le disait avec Paolo, pour moi, le proscripteur de société de contrôle, ça a été une révélation. Voilà. Je trouve ce texte absolument génial. Et après coup, ça redistribue toutes les analyses précédentes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre les analyses précédentes, moi j'arrête pas de les critiquer. Mais ça leur donne une complexité qui a encore de l'avenir, ça leur donne beaucoup d'avenir, voilà, c'est ce que je crois. Hein,
Et à Foucault aussi, d'ailleurs. Parce que finalement, je relis Foucault. Il est mort, Foucault, déjà à cette époque-là, depuis 7 ans ou 6 ans. Mais je pense que ça donne à Foucault, finalement, une nouvelle épaisseur, voilà, que lui-même n'avait pas. Parce que Foucault et Deleuze sont quand même inséparables. Hein. Moi, peut-être qu'ils sont plus inséparables que Guattari et Deleuze, pour moi. Voilà. Alors, après ta question que tu appelais stratégique, et qui passe par le droit, oui. Si on est capable d'étayer la question du droit sur la question de l'économie politique, c'est ce que j'essaye de faire. Alors oui, alors là je ne suis pas du tout marxiste, parce que je ne suis pas marxiste. Je l'ai été longtemps, mais je ne le suis plus. Mais par contre, je pense qu'à partir d'une nouvelle critique de l'économie politique qui s'appuie sur Marx, et sur l'analyse des échecs du marxisme aussi, et des mésinterprétations de Marx aussi, mais aussi sur une critique de Marx lui-même, parce qu'il faut critiquer Marx, il y a beaucoup de problèmes chez Marx. Et il faut arriver ensuite à produire une exigence qui conduit inévitablement à un droit, c'est-à-dire une réaffirmation du politique. Sans le droit, il n'y a pas de politique de toute façon. Et moi, ce que je veux, c'est refonder du politique. Mais ça renvoie à la question du droit à quoi? À l'autonomie, justement. C'est-à-dire à la déprolétarisation. Le droit qu'il faut faire revendiquer aujourd'hui, c'est le droit à l'autonomie, à la déprolétarisation, aux soins que tout le monde revendique. Tout le monde est prolétarisé, absolument tout le monde. Les plus prolétarisés étant ce qu'on appelle d'habitude les prolétaires, c'est-à-dire ceux qui en subissent le plus les conséquences, mais tous nous le sommes. Par exemple, l'obsolescence programmée, c'est une prolétarisation de nos désirs, etc. etc. Alan Greenspan l'est, et François Hollande l'est, tout en essayant d'être normal. Et je crois que je ne sais pas comment appeler ça, c'est pas un désir, cette exigence de retourner à ce que j'appellerais le soin, c'est quelque chose qui est partout aujourd'hui. Le droit, ça doit être le droit à l'attention et à la formation de l'attention. Là où, c'est d'ailleurs pour ça que je disais à Ricardo, moi je tiens absolument à Kant, je tiens absolument à sapere aude. C'est parce qu'il affirme un droit absolu au soin et à la construction de mon attention. Rationnel à l'époque de Kant, mais j'ai droit à l'attention. Le bouquin de Nicolas Carr est un succès mondial. Pourquoi? Et parce que Nicolas Carr dit, mais même moi, je suis prolétarisé. Je ne suis plus, je m'auto-détruis, je perds l'attention. Il n'y a pas que les mômes de 15 ans ou de 20 ans. Même moi, ce vieux con qui est maintenant un chroniqueur au New York Times et qui arrive vers la fin de sa vie, il est en train de perdre. Et donc il demande ça. Al Gore, vice-président des États-Unis, demande ça. Alan Greenspan fait son système de défense à la Chambre des représentants en disant j'ai plus la capacité, Tout le monde le demande. Donc c'est ça un processus révolutionnaire. S'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se produit, c'est ça qui va s'appuyer sur quelque chose qui s'impose comme une nécessité, pour reprendre une question dont on parlait hier à propos de Deleuze. Et cette nécessité doit faire force de loi. C'est-à-dire qu'elle doit devenir à un moment donné la nouvelle loi de ce que j'appelle la nouvelle époque de la vie, la nouvelle conquête de l'autonomie, etc., etc. Et ça, c'est une lutte terrible, parce qu'il y a des forces qui s'opposent à ça, qui sont extrêmement surarmées. Et bon. Après, comment faire? Bon, je m'arrête là, et après on arrêtera, parce qu'il faut absolument que Steven puisse parler maintenant. Ce que je crois, moi, c'est qu'il faut produire de nouvelles armes. Pas simplement les trouver, ni même les chercher, mais les produire, les inventer. Arrêtons de résister. Cessons ce discours complètement débile de la résistance. Inventons une nouvelle organologie des savoirs. C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait que sur le web, il se passe vraiment des choses fascinantes? C'est qu'il y a des gens qui inventent des trucs, c'est incroyable, et ça fonctionne. Et ça fonctionne, et ça devient... Alors parfois, c'est des trucs horrifiques, comme Facebook, mais ça produit aussi des choses absolument fabuleuses. Et c'est une nouvelle organologie du savoir. Donc il faut que nous le fassions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé cette école, hein, pour essayer de travailler sur cette conception de la nouvelle organologie du savoir. On dit que le capitalisme de demain, ou l'économie de demain, qui sera peut-être plus capitaliste, est une économie des savoirs. Et j'en suis absolument convaincu. Je pense que ce n'est pas du tout de l'idéologie de dire ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Ça veut donc dire que l'avenir est à l'organologie des savoirs. Après, la question, c'est qu'est-ce que c'est que le savoir, etc., etc.
Mais, et ça, c'est le sujet des Digital Studies, précisément, pour moi.